Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important en réalité. Il ne représente non pas 3 mois, pas 3 jours, pas 3 heures, mais 2h20 de programme de France Télévisions financé par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, la première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Alors, aujourd'hui, nous recevons Éric Dutrebente, le président de la financière Tiepolo. Alors, Éric Dutrebente, vous êtes je ne dirais pas un rescapé, parce que nous ne sommes pas sur le Vendée Globe, mais vous venez de traverser une période, pour le moins, venteuse et agitée en matière boursière, puisque le Dow Jones s'est passé pour la première fois au-dessus de 30 000 points, c'est formidable, merveilleux, tout va bien. Le CAC a rebondi de plus de 50% depuis le mois de mars, et je vous avais reçu juste avant mars, où le CAC a connu une descente aux enfers. Le 16 mars, il était à 3 662 points, maintenant nous sommes autour des 5 500. Alors, comment avez-vous traversé cette tempête ? Êtes-vous un rescapé ? Moi, je suis un rescapé comme tout le monde. Tous les auditeurs de TV Liberté sont des rescapés, vu la crise que l'on a eue, aussi bien la crise sanitaire sur laquelle on est. Donc voilà, on est tous des rescapés, mais je crois que le plus important, c'est, dans ce genre de période, de toujours garder le cap, ne jamais être seul et de voir le moyen et le long terme. C'est quoi le cap d'Éric Dutrebente ? Le cap d'Éric Dutrebente, c'est de faciliter la vie de ses chers clients, de générer de la performance sur longue période, de les aider dans ce magma patrimonial, fiscal, lié aussi aux inquiétudes, aussi bien bancaires qu'Olivier aime bien, ou tous les sujets patrimoniaux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aider les clients, mais on les a aidés dans cette période-là, avec les difficultés qu'on connaît, puisque entre les histoires de confinement, les histoires de télétravail, tous ces aspects-là, c'est sûr que ça a un peu perturbé les choses. Mais j'espère qu'on va s'en sortir et le Covid ne va pas figer les choses pour 25 ans. Au fond, c'est ça votre cœur de métier, c'est ça votre métier, non ? Nous, notre métier, c'est de faire de la gestion privée. Donc, la financière Tiepolo est une société de gestion de portefeuille indépendante. On gère des clients, on les connaît bien d'abord. Beaucoup de temps passé sur la connaissance du client, le suivi des clients. Et puis, on essaie de les accompagner, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, et puis après leurs amis, et pour essayer de leur tranquilliser la vie dans des périodes qui ne sont pas très simples. Alors, vous avez dit que la période n'a pas été simple, c'est vrai, mais il faut regarder qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernière émission. Ah oui. Alors justement, il y a eu baisse des marchés de façon inédite. Ça a été soudain et très fort. Vous en avez été victime, pas victime, vous avez... Alors, victime, c'est toujours embêtant de parler de victime, oui. Je crois que c'est un petit peu exagéré. Oui. Le plus important, c'est de garder le cap, et quand vous achetez des actions, puisque nous on achète aussi bien des actions sur le moyen long terme que des fonds diversifiés dans le cadre de la multigestion
ou des fonds peu risqués comme le fonds Tipolo Patrimoine qu'on a lancé au mois de février. Il faudra que vous nous en parliez de ça. Et aussi dans le cadre des contrats assurance vie, quand les gens souscrivent sans risque, eh bien aujourd'hui on a des taux qui sont inférieurs à 1%. Ah oui. Donc on a l'ensemble de la palette, mais on conseille le client. Alors après, cette période était un petit peu inédite. Pourquoi une période inédite? On le voit sur le graphe sur la performance des indices depuis le début de l'année. Vous voyez très bien qu'il y a des secteurs qui ont été très très perturbés, comme le secteur des voyages et des loisirs. Oui, donc c'est vraiment le petit trait noir qui est en bas. Et puis après, au milieu, on a le CAC 40 dividende avec les dividendes. Oui. Et après, on a les indices sectoriels de la santé. Donc on voit très bien qu'il y a eu une très forte chute, mais qu'il y a eu aujourd'hui, entre le CAC 40 et le secteur de la santé, eh bien, les graphes se récupèrent. Donc baisse très violente, mais il y a aussi un rebond non négligeable, les valeurs qui avaient été très très matraquées dans cette période-là. Grâce à quoi le rebond? Le rebond, il est lié, d'abord, le virus ne va pas durer 25 ans, donc à un moment donné, ça allait se terminer, et c'est le déclencheur, c'est quand même l'effet vaccin. L'effet vaccin qui a galvanisé les troupes, et donc là, ça a été très rapide. Mais est-ce que l'effet vaccin, c'est pas un petit peu artificiel, c'est pas univoque? Oui. Ça a galvanisé, mais Parce en fait, que... on ne sait rien sur ces vaccins. Enfin, on est un peu dans le flou quand même. Alors, on ne sait rien si on repart en arrière. On pouvait dire aussi au mois de janvier, février, on ne sait rien sur ce Covid. Quand on était, rappelez-vous, de notre vision européenne, il se passait quelque chose en Chine. Ça n'allait pas arriver ni en Europe, ni aux États-Unis, et rien n'allait se passer. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir des idées très, très claires sur des sujets qui sont quand même assez complexes. Donc, il y a eu ce vaccin. Ce vaccin est arrivé, et on a bien vu que ça sortait de Chine. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement très, très violent. Le virus, vous voulez dire, pas le vaccin? Oui, pardon, merci. Non. On vous avait compris. Voilà. Donc, le virus est venu de Chine. Eh bien, ça a désorganisé l'ensemble de la planète. C'est quand même un peu incroyable, puisque je crois que c'est un événement mondial, et je crois que c'est peut-être la première fois qu'il y a un événement mondial aussi puissant et qui perturbe autant les marchés. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a eu une très, très forte volatilité des marchés. Volatilité des marchés, on le voit très bien avec sur le deuxième graphe. Ah oui, voilà, l'impact de la crise financière, dans la crise sanitaire sur les marchés. Nous, on aime bien le long terme. Donc, regardez, c'est passé en 2001. On voit très bien, donc sur le graphe rouge, c'est l'évolution du stock, donc un indice européen où il y a 600 valeurs, et en dessous, on a la volatilité. Donc vous voyez, forte volatilité en 2001, forte volatilité aussi pendant la crise, donc c'est l'ovale qui est dessiné, la crise 2008-2009, et là, très forte volatilité aussi dans cette crise. Donc crise sanitaire veut dire volatilité exacerbée, veut dire qu'il y a des jours avec des ventes qui sont des ventes un peu de panique. Oui. Alors on l'a vu au mois de mars, ça a été une vente de panique, puis après ça a continué, et puis après il y a différents rebonds, mais le grand rebond, c'est lié au vaccin. Bon. Et, donc, et vous-même, vous n'avez pas contracté un problème d'estomac? Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas fait d'ulcère? Non, pas d'ulcère. Ce qui est important, je le dis, c'est toujours d'avoir une vision longue. Et après, pourquoi on n'a pas d'ulcère? Parce qu'on s'occupe des sociétés. Donc autant les aspects macroéconomiques sont impressionnants, autant les aspects microéconomiques, ça a été toute notre action pendant cette période de Covid. On a multiplié les contacts avec les sociétés que l'on a déjà de manière très récurrente dans les temps, je dirais les temps normaux. Multiplication des contacts des sociétés, multiplication aussi avec des clients qui sont dans différents secteurs d'activité pour avoir du retour, comment ça se passe en réel. Donc, par exemple, moi, j'ai pas mal travaillé sur le secteur du luxe, sur la partie en février, mars, avril, mai. Donc, ça dépend des secteurs que l'on connaît, ça dépend aussi des relations que vous avez dans les secteurs. Donc, il y a ce qu'on nous raconte, et puis après, il y a la vraie vie. Donc, c'était quand même intéressant de suivre ça. La vraie vie, oui, mais c'est une vie de luxe. Est-ce que, on y reviendra sur le luxe, est-ce que ça peut constituer le seul support? On y reviendra, je pense que ce n'est pas la question immédiate qu'on aimerait vous poser. En revanche, vous avez parlé de l'effet vaccin, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet
facilité monétaire de la Fed et de la BCE. Parce que toutes ces liquidités, elles favorisent évidemment les achats boursiers. Oui, alors ça c'est un point important, mais avant qu'on termine un peu sur la crise, je suis désolé Olivier, Allez-y. Il y a aussi des fortes disparités, on l'a vu, entre le secteur de la santé et d'autres secteurs. Là, je vous ai apporté un autre graphe qui est sur l'écart entre les secteurs sur le marché. Oui. Vous voyez que dans la ligne rouge sont les valeurs de la secteur de la santé et de la technologie. Donc vous voyez Oui. très bien l'écart de performance très important. Et puis vous avez en noir les valeurs énergétiques et financières. Donc ça, attention, c'est un graphe qui se termine au mois d'août. Oui. Donc on verra Ah oui, après, oui. on en reparlera du rebond, mais regardez la disparité de performance et de grand écart entre les valeurs. Alors il y a aussi un autre aspect, c'est que dans la crise, c'est plutôt les valeurs de croissance, certaines valeurs de croissance qui ont rebondi, alors que d'autres ont plutôt continué de baisser régulièrement. Évidemment, je prendrai un seul exemple, ADP, aéroport de Paris, les chiffres encore au mois d'octobre, on était à moins 75% de chiffre d'affaires en global d'ADP, ça ne peut pas rebondir aussi facilement. Non. Sauf s'il y a le vaccin. Et donc l'annonce du vaccin a fait que les gens se sont dit, ça y est, c'est la fin de la baisse d'ADP, et comme le petit était à la cave, c'est pour ça que ça a remonté. Alors, Vous-même, vous aviez dans les portefeuilles... Oui, c'est une position longue qu'on a depuis très longtemps. C'est un titre qu'on a acheté depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que le plus haut historique d'ADP, c'est 210 €. Et donc, on est passé de 210 € à 160, 70 avant la crise. On est passé dans la crise quasiment à 60 €. Et aujourd'hui, on vaut 110. Donc, il y a énorme volatilité. Mais ce qui est vraiment important, c'est de garder ses nerfs solides dans ce genre de crise. Sans ça, vous vendez les titres qui ont beaucoup baissé parce que ADP, il n'y aura plus jamais de touristes ni chinois, ni brésiliens, ni américains, ni russes, ce qui est une fiction pour moi. ADP restera un centre névralgique en France et les touristes reviendront en France quand on voudra bien les accueillir, parce que pour l'instant, c'est un petit peu complexe. Mais on sent qu'on est sorti, c'est le bout du tunnel. Donc c'est pour ça que les marchés ont beaucoup remonté. Je trouve que vous péchez par optimisme, mais à tout péché, miséricorde. Mais, pourquoi vous dites ça? Parce qu'il me semble quand même que nous changeons d'époque. Vous voyez, par exemple, le tourisme culturel d'un bon niveau, les musées, etc., ne peuvent... La plupart des observateurs et même des gestionnaires de musées disent on ne reviendra plus à la prospérité et à l'affluence sur les musées, sur les spectacles, parce que nous changeons de modèle. Alors, je me trompe peut-être, mais à la limite d'ailleurs, quand ADP était à 60 €, vous auriez dû racheter plus d'actions finalement. Parce qu'il faut acheter à la baisse. Déjà, de tenir les petites positions que vous avez, c'est déjà une bonne chose. Donc, et de ne pas faire des rotations. Parce qu'acheter à la baisse, c'est une bonne chose quand même aussi. Et vendre à la hausse. Oui, mais ça, c'est quand on a des liquidités. Après, il y a des gens qui ont remis de l'argent dans leur portefeuille pendant la baisse. Et puis, il y a certaines personnes qui, malgré nos conseils, ont eu un petit peu peur. Et non, qui n'ont pas liquidé, mais qui ont dit je voudrais absolument avoir 20%, 25% de liquidité ou 40%. D'accord. Après, c'est compliqué de remonter des portefeuilles quand vous avez des interventions comme ça. Mais il y en a très très peu, c'est très limité chez nous, puisque nous, on fait de la gestion sous mandat. Oui. Donc nous sommes responsables et coupables de la gestion, et donc le client n'intervient pas. Et quand il intervient, ce qu'on appelle une immixtion dans la gestion, donc c'est très borné et très cantonné pour que les choses soient claires. Et c'est pas contractuel dans ce cas-là que le client intervienne. Si, c'est ce qu'on appelle une immixtion dans la gestion. Et donc, le client vous envoie un mot en vous disant « je voudrais vendre 25% du portefeuille ». C'est à vous de vendre les titres qui vous semblent à vendre. Ce n'est pas le client qui vous dit de vendre tel titre ou tel titre. D'accord. Mais ça, c'est une exception. Mais, parce que de bien connaître ses clients et de leur donner une dimension long terme, ça permet de passer ces périodes d'une manière plus facile. Alors, on va faire une pause et vous allez répondre à la question quand même, savoir quelle est l'incidence des facilités monétaires sur l'euphorie boursière. Parce que ça paraît une question importante. Au fond, votre devise pourrait être celle de la ville de Paris, fluctuact nec mergitur. Bon, il y a quand même une tempête. Maintenant... Il y a eu.
Il y a eu une tempête. Oui, il y a eu, mais il y en a... oui. On n'en est pas forcément sorti. Mais... Alors, mais disons ceci. Bon, je vais vous poser la question de savoir l'incidence des facilités monétaires sur l'euphorie boursière. Parce que le mois de novembre qui vient de s'écouler a été un mois exceptionnel. Oui, alors d'abord, le mois de novembre, c'est lié au vaccin. Donc on a quand même eu une hausse du marché qu'on n'avait pas vue depuis de mémoire 40 ans. Donc une hausse très très violente. Donc regardez ce graphe sur la performance mensuelle des actions européennes depuis 1980. Hausse du marché de novembre a été la plus forte depuis 40 ans. Donc ça vous permet de voir mensuellement les fortes baisses, mais aussi les fortes hausses. Après, pour en revenir aux actions des États, évidemment que les taux d'intérêt bas, le contrôle qui est fait d'une manière organisée et maîtrisée pour ne pas avoir ni hausse des taux, ni inflation, fait que l'abondance des liquidités reste une constante. Mais cette constante de liquidité importante, elle n'est pas nouvelle. Mais dans ce genre de marché stressé, ça ne fait qu'apporter de l'eau au moulin des marchés financiers. Et donc, ça leur a permis aussi de se redresser. Mais attention, le mois de novembre, ce n'est pas lié à cette action-là. C'est d'abord lié au vaccin qui est apparu. Mais l'annonce du vaccin, Éric d'Outrebente, ce vaccin, il pourra nous permettre d'éviter éventuellement d'autres confinements à l'avenir, mais que si tout le monde est vacciné. Alors, je ne suis pas du tout un expert dans la crise sanitaire. Non, mais justement... Et dans la période, dans le début de la période de la crise sanitaire, j'ai passé un peu de temps à écouter les uns et les autres. Rapidement, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'écoute ça. Sans ça, ça vous permet d'être désespéré, de ne rien comprendre, et donc il ne s'occupe pas de la crise sanitaire. Ce qui est important, c'est de rester sur son métier et essayer d'apporter à nos clients les réponses qu'ils veulent. Donc, pour revenir aux liquidités, regardez par exemple ce graphe que je vous ai présenté sur les aides étatiques aux entreprises qui sont très très importantes. Donc le profit des entreprises non financières aux États-Unis, donc avec des bénéfices trimestriels après impôts actualisés en milliards, vous voyez à peu près que s'il n'y avait pas eu de simulation, donc de subventions publiques, vous voyez à peu près la baisse des bénéfices qui aurait été considérable. Donc là, les aides qu'il y a de manière quasiment pas mondiale, parce que ça dépend des pays, mais ça permet de faire en sorte que tout ne s'écoule pas. Ça, c'est vrai. Et tous les systèmes, aussi bien de liquidité, de chômage partiel, pas dans tous les pays, d'aide, pas dans tous les pays. Tout ça est contrasté. Attention, il ne faut pas avoir une vision globale, tout est pareil dans le monde entier. Pas du tout. Les aides sont très différentes. Entre les aides en France et les aides en Italie, c'est déjà très différent. Entre les aides en France et les aides en Suède, c'est aussi différent. Entre les aides en France et les États-Unis, c'est différent. Et ce qui se passe en Chine aussi. Mais ce qui est important, c'est de voir que les sociétés, beaucoup de sociétés ont eu des baisses de bénéfices, mais ce n'est pas la fin des temps parce qu'il y a des aides étatiques. Donc merci l'État. Vive l'État. Merci les États. Alors après, dans ces périodes de crise, que l'État soit là, présent, après, il y a toujours les mêmes problèmes. Est-ce que vous distribuez ça à tout le monde en profite, même les gens qui n'en avaient pas besoin qu'on en profiter, et puis il y a des gens qui sont vraiment à l'agonie. Je pense par exemple aux tous les services. Dans les services, quand on va du restaurateur à l'hôtelier, en pensant aux sociétés liées à la restauration collective, puisque aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas au bureau. Là, ça fait des dommages très importants. C'est pour prendre des secteurs qui sont présentés en France et où on est un peu leader, parce que dans la restauration collective, entre Sodexo qui vient de licencier 2000 personnes quand même. Alors ça, c'est aussi l'effet de la crise qu'on commence à voir maintenant. Les licenciements qui sont annoncés, c'est pas une bonne chose pour l'ensemble des économies, parce que la hausse du chômage n'est pas une bonne chose, mais des sociétés sont obligées de licencier parce qu'elles ne peuvent pas tenir comme ça. Après, il y a certaines qui, comme d'habitude, mais il y a toujours les bons élèves et les mauvais élèves, qui vont appuyer un peu sur le bouchon pour baisser les coûts. Mais il faut aussi savoir aussi qu'il y a certaines sociétés
qui vont le faire avec des bonnes raisons en retard de ce qu'ils auraient dû faire il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, par rapport aux aspects de flexibilité de l'emploi que vous connaissez bien. Alors, il y a quand même des grosses disparités aussi entre embaucher quelqu'un aux États-Unis, embaucher quelqu'un en Angleterre, en France ou en Italie ou en Espagne. On sait très bien que malheureusement, les règles sont très différentes et il faudrait que les droits du travail soient en 10 pages et on gagnerait tous beaucoup d'énergie. Ça c'est pas faux. Mais la Banque de France annonce 800 000 à 1 million de chômeurs supplémentaires. Ça devrait avoir des conséquences, même sur les marchés financiers, parce qu'il y a un moment où... Alors là, malheureusement, c'est toujours l'inverse. C'est que quand on licencie, oui, on est content. Sur le court terme, malheureusement, c'est des mauvais calculs, parce que c'est des calculs à court terme. C'est vrai. Ça diminue les coûts des sociétés. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que quand il y a une société qui annonce des baisses d'effectifs parce qu'ils sont obligés, non, ça dépend des secteurs. Donc, ce n'est pas du tout uniformisé, ça dépend des secteurs. Ça dépend de l'état de la société. Et le dernier cas qui est le plus curieux, c'est sur Danone, où Danone, ils ont annoncé et le titre a continué de baisser, alors que c'est un titre qui sous-performe depuis maintenant plusieurs années, malgré les actions de Faber. On n'est pas du tout investi sur Danone, mais on commence à réfléchir, parce que tout a un prix. Vous disiez tout à l'heure, Éric d'Outrebente, merci l'État, merci les aides d'État, mais est-ce que ces aides d'État, c'est pas aussi une bonne nouvelle à court terme ? Je pense que ça maintient et ça soutient l'économie à court terme. Ça, c'est sûr que après, sur le moyen et long terme, alors vous allez me dire, la fiscalité, elle est déjà ce qu'elle est aujourd'hui, elle est déjà élevée en France par rapport à d'autres pays. Il ne faut pas l'oublier. Les taux de prélèvement sont quand même élevés. Après, votre question, c'est comment ça se termine tout ça. Oui, c'est-à-dire que... Je ne suis pas Madame Irma de la finance. Non, on ne vous demande pas d'être Madame Soleil non plus. Voilà. Mais est-ce que malgré tout, on peut envisager une chute des marchés financiers parce que l'État aura occupé une place très importante, il va se payer par les impôts, par les taxes, parce que l'épargne va être en partie découragée par cette surfiscalité. Alors d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que la dette en global explose. Donc quand vous regardez ce graphe de la dette publique qui explose, donc dette publique rapportée au PIB des économies matures, donc c'est l'Europe, les États-Unis, la Chine, Taïwan, Hong Kong, Japon, Israël et Singapour. Vous voyez quand même que ce n'est pas nouveau, la dette, et la dette publique, regardée en pourcentage, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc, le actuel, c'était avant la crise, et vous voyez très bien que la dette globale explose. Après, elle explose, mais la chance que nous avons aujourd'hui, même si certains pensent que ça va totalement changer rapidement, ce que nous ne croyons pas, c'est les taux. Bon. Donc les taux d'intérêt négatifs que vous avez aujourd'hui, eh bien ça permet au système de continuer d'alimenter. Ouais, sans croissance. Eh oui, c'est ça, avec des taux de croissance très faibles. Oui, mais regardez les taux souverains. Donc regardez la masse de dette. Donc c'est la masse de dette à taux négatif dans le monde depuis 2014. C'est impressionnant, donc, taux négatif. Vous voyez que cette masse-là augmente d'une manière non négligeable, et ça veut dire que les gens préfèrent avoir des taux négatifs que d'avoir pire que des taux négatifs négatifs. Donc c'est quand même et ça peut durer assez longtemps. Il ne faut pas oublier que... C'est un débat, parce que nous l'avons eu un peu hors antenne avec d'autres personnes. En effet, vous pariez sur des taux d'intérêt bas sur le long terme. D'abord, je ne parie pas parce qu'il y a toujours un voleur et un imbécile quand on fait un pari, donc je ne fais jamais de pari. Ensuite, parce que c'est une observation. Puis je gagne, face tu perds, c'est ça. Et en plus, on a quand même, on le voit, d'abord on a l'exemple du marché japonais, qu'il ne faut jamais oublier, et après on a quand même la planche à billets qui fonctionne d'une manière extraordinaire. Donc la planche à billets, et là aujourd'hui on vous parle d'annuler certaines dettes, toutes les dettes liées au Covid seraient annulées. Regardez encore, je vous ai rapporté un petit graphique. Quelles dettes, pardon ? Les dettes contractées auprès de la BCE. Oui, alors vous savez, après ça peut changer du jour au lendemain, ça dépend
de ce qui décide. Mais pour l'instant, certains, et en fait c'est les Italiens qui ont commencé à parler du sujet, d'annuler les dettes. Mais il ne faut pas oublier que depuis la création, je dirais que depuis 200 ans, on est habitué à annuler certaines dettes. Bon, certains pays, dans certaines circonstances. Oui, donc là, voilà, c'est une Mais circonstance les exceptionnelle. épargnants quand on annule une dette. Pardon ? Quid des épargnants en cas d'annulation, de suppression d'une dette? D'abord, ce n'est pas les épargnants qui sont dessus, ce sont les pays. Et quand vous regardez qui détient aujourd'hui la dette américaine, aujourd'hui, la dette américaine... C'est la Chine. Il y a la Chine, sauf que le petit souci des Américains, et on en reparlera peut-être par rapport à l'évolution du dollar, c'est que les Américains, aujourd'hui, ils sont obligés, eux, d'acheter de la dette parce que la Chine est moins présente qu'avant. Oui. Donc, tout ça, il y a des grands équilibres qui sont complexes. Et ce qui est important, c'est plutôt le quotidien et les gens qui ont personne à acheter de la dette Covid aujourd'hui. Donc, il y a les États entre eux et ces différents blocs étatiques qui jouent. Et donc, vous pensez que ces dettes pourraient se trouver annulées, alors? C'est une possibilité, mais on parle de quelle dette, quel montant, quelle maturité, oui, voilà. Donc c'est toujours. Mais parce que ce qui est important, c'est que la planche à billets fonctionne. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas one shot game? Un tir, point, terminé, et ensuite plus personne ne voudra prêter à ceux qui ont annulé les dettes? Non, parce que si je vous dois de l'argent, oui, mais et je vous dis, cher ami, vous raisonnez de manière micro. Oui. Et c'est pour ça que c'est pas les mêmes réactions. Donc, si je vous donne de l'argent, je peux vous dire. Vous raisonnez micro. Il faut raisonner macro et sur des choses qui sont très compliquées et complexes à évoquer. Et pourquoi vous louez autant, Éric d'Outremont, la planche à billets qui fonctionne? Attendez, je loue pas, je vous dis simplement, c'est un fait. Alors regardez, je vous apporte un petit graphe, parce que je crois que c'est important de montrer aux gens qui nous regardent. Donc, la planche à billets tourne à plein. Regardez, voilà. donc c'est pas bien. une période courte, hein. Là on vous a sorti ça depuis 2006, donc vous avez le total de US dollars. dollars, et après vous avez la montée importante qu'il y a eu récemment, puisqu'il y a eu en 2020, on a 5 trillions de dollars qui ont été créés, donc plus 14% juste par rapport à 2019. On n'est pas encore à la fin de l'année, donc c'est peut-être encore un chiffre. Donc ça veut dire que le système mondial au niveau économique fonctionne. Il y a de la liquidité, il n'y a plus de blocage de liquidité dans la crise. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu certaines périodes en 2008, en 2011 où les systèmes pouvaient un peu se bloquer. Et là, évidemment, je prends que la partie française. Au niveau de la France, on a vu les actions très fortes qui ont été faites par les banques et les dossiers de liquidité, ça s'est liquéfié. Donc l'État a vraiment joué un rôle important. Alors après, on peut toujours critiquer de la manière, mais au moins ça a été fait. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse passer cette période stressée liée au Covid et maintenant qui se redresse un peu grâce au vaccin et à la période qui s'ouvre devant nous. Voilà, ça peut être... J'ai l'impression que c'est un peu comme soigner un patient à coup d'antibiotiques pour détruire la conséquence, mais en fait ne jamais s'attaquer à la cause. Cette planche à billets. C'est très complexe sur ces aspects-là de la cause. D'abord, je ne suis On pas... est là pour en parler. Oui, mais là, je ne suis pas... macroéconomiste. Moi, je ne suis pas un macroéconomiste. Nous n'avons pas un macro devant nous. Voilà, donc moi, je fais de la micro et j'essaie de faire en sorte de faire gagner de l'argent à mes chers clients. En effet, donc, je ne peux pas vous répondre sur des sujets... Vous avez raison, c'est un très bon objectif. Mais cela étant, bon, vous nous avez dit, la planche à billets, ça continue. Les taux d'intérêt sont très bas. Maintenant, l'inflation. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle revienne ? Écoutez, l'inflation, aujourd'hui, tout est fait pour que l'inflation ne revienne pas. Non, donc, vous avez raison. Il y a un démenti absolu à toute la science économique qui nous a enseigné que dès lors qu'on gonflait la masse monétaire, on avait de l'inflation. Et c'était même un grand Français qui s'appelait Jean Bodin, qui était un économiste angevin du 16e, 17e, qui a inventé la théorie quantitative de la monnaie. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'on n'est pas du tout sur la même économie, pas du tout sur les mêmes masses, pas du tout sur le même système. Mais je crois aussi que pour nos téléspectateurs, de se rendre compte que les taux d'intérêt sont bas,
Et ils ne savent pas très bien. Donc, je vous montre aussi un autre tableau parce que c'est important. Donc, vous avez un tableau là sur les taux souverains à 10 ans, mais vous avez aussi sur les taux à court terme. Des taux négatifs. Eh ben, regardez sur le taux à 10 ans. Aux États-Unis, on est à 0,85. En Allemagne, on est à moins 0,58. Au Brésil, on est à plus 57. Et puis en France, vous êtes à moins 0,33. Ça, c'est le taux à 10 ans. Donc, on s'aperçoit que et le taux à 10 ans au Japon est égal à 0. Donc, ça, malgré la crise, malgré ou grâce à la planche à billets, ou grâce aux aides qui ont été faites de manière coordonnée par l'ensemble des pays, c'est la situation actuelle. Donc, c'est ça qui aussi permet à des entreprises d'emprunter avec des taux bas, à des organismes sociaux d'emprunter avec des taux assez bas. Donc, le système est comme ça. Donc, je crois que ça s'impose à nous et n'essayez pas d'avoir une idée là-dessus. C'est comme ça, c'est le constat du réel. Alors, on va persister à avoir des idées là-dessus, rassurez-vous, mais il faut aussi que nous parlions de votre action spécifique. Parce que vous semblez avoir finalement bien résisté à la tempête. Bon. Comment avez-vous fait? Quelles sont les valeurs que vous avez défendues? Le fonds commun de placement, qui est C'est un des fonds que nous avons. Bon, oui. Il a l'air de se défendre pas mal. Alors, j'ai pris exprès le fonds qui a commencé par fortement sous-performer sur la période, pendant la période du Covid, parce que c'est un fonds qui a une très bonne performance sur long terme, qui est axé sur des valeurs de rendement. C'est-à-dire que quand on achète un titre, le minimum, ça doit être 2,5% de rendement. Ouais. Mais ça, c'est au moment où on l'achète. Après, s'il évolue et qu'il n'y a plus qu'un 1,5% de rendement, on continue de le garder parce qu'on considère que la valeur est de qualité. Mais toutes les valeurs de rendement qui étaient présentes dans ce portefeuille, qui représente à peu près une quarantaine de valeurs, vous aviez des valeurs, par exemple, liées aux infrastructures, des titres comme ADP, des titres comme Vinci, des titres comme la Compagnie des Alpes. C'est des sociétés qui ont chuté de manière très violente dans la crise à cause du Covid, mais en plus à cause de d'un dogme qui est arrivé sur le marché rapidement en disant il ne faut plus distribuer. Donc on a arrêté tous les dividendes. Alors c'est ce que vous dites. Donc ça, on a arrêté tous les dividendes de manière brutale. Donc les gens qui avaient une vision longue en disant j'ai acheté des valeurs à cause de son dividende, si on me coupe le dividende, ma rémunération va baisser. Et donc, il y a une pression sur ces valeurs liées aux dividendes et d'autres valeurs qu'on n'a pas. Par exemple, le secteur bancaire, on est assez sous-représenté dans la gestion globale de Tiepolo, mais aussi dans ce fonds-là, à part des caisses du Crédit Agricole, mais c'est des choses très, très spécifiques. Et attention au volume, donc j'insiste bien. Ouais. Les caisses, donc les banques ne peuvent pas racheter leurs titres et elles ne peuvent pas. Donc tout a été figé à cause de cela. Bon, le gouverneur de la Banque de France a annoncé récemment que les dividendes pour les banques, ça pourrait reprendre. Donc, comme par hasard, les valeurs bancaires ont remonté et les valeurs de dividendes aussi ont très violemment remonté dans cette période depuis le 1er novembre, parce que forte pression sur des secteurs qui étaient en pression à cause du Covid. Le vaccin arrive et donc les valeurs de rendement ont été soulagées. Je regardais très simplement sur ce graphe, donc c'est un graphe long terme sur Tiepolo rendement. Vous voyez la très très forte chute que l'on a eue, donc très très forte en début de période. Et là, on est en train de remonter. Alors nous, notre première action, c'est de réatteindre le plus haut historique. Et puis mais c'est vrai que c'est assez pénalisant sur le court terme. Donc tous nos titres, on n'a pas que des valeurs liées au rendement, mais on sait que les valeurs de rendement ont été pénalisées et elles commencent à se redresser de manière non négligeable. Évidemment, il faudra attendre un peu pour que ADP revienne à 200 €. Nous sommes qu'à 110, grosso modo. Alors, on fait une nouvelle pause. Je voudrais qu'on arrive maintenant, avec Pierre, sur les actions spécifiques que vous menez en matière patrimoniale, notamment... je vois que vous avez signé en septembre dernier les principes de l'investissement responsable. Alors ça m'intéresse parce que je sens une petite musique de l'économie sociale et solidaire, là, vous voyez. Alors, vous allez nous expliquer en troisième partie ce dont il s'agit et nous aurons aussi d'autres questions.
Alors, chers amis téléspectateurs, en compagnie de Pierre, nous interrogeons Éric d'Outre-Bande sur la tempête boursière et les réjouissances boursières qui ont suivi. Bon, l'économie sociale, c'est une question peut-être un peu secondaire par rapport au cœur de nos interrogations, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est important, c'est les PME. Oui, alors on a un fonds qui s'appelle Tiepolo PME, qui regroupe, qui fait une centaine de millions maintenant, qui regroupe aussi une quarantaine de valeurs. Et dans ce secteur de PME, le fonds est à peu près en hausse de 10% depuis le début de l'année. Donc elles ont très bien résisté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un biais dans ce fonds qui sont liés à des valeurs, évidemment qui sont toujours très bien gérées. Donc le plus important pour nous, c'est le G de la gouvernance. Donc par rapport à une question de PRI, c'était le G de la gouvernance et on va décliner les autres tranquillement. Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'une société qui est bien managée, et souvent ce sont des valeurs familiales, ce sont des valeurs qui sont agiles, et bien dans le secteur des PME, on a vu la performance. Regardez ce graphe donc le fonds a été créé en début 2014. Vous voyez la surperformance de ce fonds-là. Et évidemment, par rapport au CAC Mid and Small, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Si vous comparez simplement par rapport au CAC, c'est nettement au-dessus. Il faut comparer avec l'environnement des valeurs PME. C'est pour ça qu'on vous a mis deux autres graphes qui sont le CAC Mid et l'Internex PME. Et alors, ces valeurs PME, c'est vrai qu'elles ont très bien résisté. Il y a par exemple des valeurs, tout le thème de la cybersécurité, le thème du digital, le thème des dites SS2I anciennes qui sont favorisées. Donc il y a beaucoup de thèmes en plus de... Devoteam, par exemple. Oui, alors malheureusement, il y a une OPA qui est sur Devoteam. Et donc je pense qu'il faut une OPA parce qu'il se pense qu'il faut mieux sortir de la bourse maintenant quand les cours un peu sous pression. Et puis ils réintroduiront peut-être la société dans 4-5 ans. On l'a déjà vu dans d'autres titres qu'on a été aussi obligé de vendre pendant la crise. On avait une ligne aussi, historiquement on a eu du CJ, on a eu pas mal de sociétés qui ont fait, il y a eu des appels, donc des sorties de cotes. Ce qui est important, c'est de bien connaître cet univers et l'ensemble des équipes de gestion, puisqu'on est 25 personnes au service des clients chez Tiepolo. Et les gérants et analystes, le but, c'est vraiment de trouver des pépites. Alors, il n'y a pas que des valeurs de rendement via Tiepolo Rendement, il n'y a pas que des valeurs petites ou moyennes avec PME, mais ça a donné deux éclairages aujourd'hui que je voulais faire dans cette crise. Mais vous avez aussi, je crois, des valeurs concernant les maisons de retraite. Oui, alors on en avait déjà parlé. Alors, curieusement, les maisons de retraite ont été mises aussi sous pression. Oui, je prends le cas de Orpea. On avait fait Orpea en début 2018, ça valait 120. On est tombé à quasiment 80 en fin d'année 2018, quand il y avait de la pression sur des valeurs moyennes et surtout sur des valeurs endettées. On a remonté en 2020, puisqu'on est repassé à 120 et aujourd'hui, elles ont baissé au plus bas à 70 et donc on est toujours un peu sous pression puisqu'on est à 20% du plus haut sur Orpea et on a par Orpea, on a aussi acheté du Corian. Mais bon, alors, après Corian, il y a ça, c'est une question d'image peut-être, non? Non, mais ça s'est beaucoup amélioré parce que, je vous le disais tout à l'heure, la gouvernance est essentielle et la nouvelle responsable de Corian est une femme vraiment à la hauteur et qui fait un très bon travail de fond. Donc, je vous avais montré les performances sur long terme. Corian était comme ça, Orpea était comme ça. Et on sent qu'il va y avoir le différentiel qui va remonter. Mais bon, après, il y a aussi la vision que l'on a sur les valeurs moyennes. Je vous ai rapporté aussi un autre graphe. Donc, sur les petites capitalisations, vous voyez très bien que sur longue période, quand le PMI s'améliore, les small caps de la zone euro ont quasiment toujours surperformé. Et puis, je vous ai mis aussi un autre graphe que j'avais présenté pour avoir une vision longue. C'est les petites capitalisations, la surperformance. Alors, ça date de l'année 2001. Et vous voyez que la ligne du haut, évidemment, c'est l'indice des small cap en Europe. La ligne du milieu, c'est l'Europe mid cap. Et puis, le MSCI Europe, c'est des grandes valeurs. Attention, ce sont des indices. Donc, après, il y a des disparités très fortes. Si vous comparez le secteur du luxe, qui est un secteur qui est revenu au plus haut, qui a dépassé ses plus hauts, puisque dans la crise, on a baissé fortement, mais on a remonté fortement, on a dépassé les plus hauts.
d'une manière importante. Donc il y a des valeurs du luxe qui sont plus hauts, il y a aussi des valeurs de croissance qui sont plus hauts, mais on a vu aussi que depuis la reprise du mois de début novembre, vous avez les secteurs qui avaient surperformé dans la crise sont en train de sous-performer à court terme, puisque les valeurs, alors, les valeurs qui étaient sous pression, des valeurs industrielles ou des valeurs dites value, ou des bancaires par exemple, ou des valeurs liées aux matières premières, parce qu'il y a aussi le pétrole qui a fortement remonté, essentiellement à cause de la Chine. Et là, les gens sous-estiment le moteur de l'économie mondiale. Eh bien, on voit que ceux qui vont se renforcer dans cette histoire du Covid et du vaccin, c'est la Chine qui, elle, va avoir des taux de croissance qui seront encore très élevés cette année. Il y a un rebond très, très important. Et on a vu le rebond, par exemple, le secteur du luxe a été porté par la Chine et par l'Asie. Et il y a aussi le grand marché qui a été annoncé récemment pour la Chine et l'ensemble du secteur asiatique, qui va pas... Nous, on n'a pas mal enquêté pour savoir est-ce que ça allait changer beaucoup de choses sur des valeurs qui étaient valeurs européennes, qui étaient investies en Chine et qui produisaient en Chine. Souvent, elles avaient déjà des débouchés. Donc ça peut faciliter un peu les choses, mais ça ne semble pas être une énorme révolution. Mais c'est important de voir l'action de la Chine pour continuer d'envahir le monde. Oui, mais vous dites que le pétrole a remonté. Il n'a pas beaucoup remonté. Si, quand même. Là, ça a remonté violemment. Évidemment, si vous parlez des plus hauts, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est entre les plus bas. Et donc, les valeurs pétrolières, Total a quand même pas mal remonté, comme Royal Dutch, parce que le pétrole remonte. Parce qu'il y a aussi, d'autres matières premières qui sont revenues à des plus hauts. Je pense au cuivre, qui a beaucoup monté. Mais nous, on n'aime pas... Le cuivre avait beaucoup baissé. Mais on n'aime pas les valeurs. On n'aime pas les valeurs liées aux matières premières. Parce que c'est toujours... les matières premières, c'est compliqué à suivre, à anticiper. Donc on préfère ne pas d'acheter très peu de valeurs dépendant des matières premières. Mais il y a aussi des sociétés qui sont peu dépendantes des matières premières, mais qui sont assimilées aux valeurs premières. Je pense à Ruby, qui a été un peu assimilé comme ça, et qui devrait rechanger à nouveau de statut boursier. Et la Compagnie des Alpes, vous l'avez toujours ? Oui, alors là, il faut toujours s'entêter sur des cas d'investissement long terme. On est aujourd'hui à 40% de décote par rapport aux fonds propres. On a fait 35, je pense, au plus haut en 2018. On est tombé à 15. On est remonté à 30. Donc, vous voyez, il y a de la volatilité sur les marchés. Et on est tombé à 13 de mémoire au plus bas dans la crise. Et aujourd'hui, on est plutôt à flirter avec les 20. Et malgré les annonces récentes en disant que les stations allaient... J'espère que ça va changer, mais comme les choses peuvent changer en France très rapidement, j'espère que sous l'action de certains, on pourra les skier à Noël. Les stations sont ouvertes, mais les remontées seront fermées. Non, mais non, mais je parle des remontées, parce que les stations, c'est un peu curieux. Donc les remontées, j'espère qu'elles vont se réouvrir. Je ne vois pas très bien pourquoi le virus s'arrêterait après le Mont Blanc, la frontière suisse, ou au nord de l'Allemagne, puisqu'il y a Suisse et Autriche qui seraient ouverts. Et puis, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses complexe, vous êtes gentil. Mais... Il y a beaucoup de choses très étonnantes. Mais voilà. Ce n'est pas complotiste, Éric d'Outre-Borne. Je regarde. J'observe, je regarde. Et puis, il y a aussi l'autre partie qui sont les parcs de loisirs, où malheureusement, il y a des familles qui n'ont pas la chance de pouvoir aller faire du ski et d'aller une journée au parc Astérix ou dans un... au Futuroscope ou au Puy du Fou. C'est quand même dommage de fermer tous ces parcs qui sont quand même des respirations pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller faire du ski. Donc, c'est incompréhensible. Je crois que c'est ce que disait le boss de Compagnie des Alpes. Oui, mais il y a beaucoup de choses incompréhensibles dans la politique gouvernementale, mais ce n'est pas le sujet. Alors, la question, c'est le luxe, quand même. Vous êtes pas mal sur le luxe. Peut-on n'être que sur le luxe? Non, d'abord, on n'est pas du tout que sur le luxe. Mais là, dans notre dernière Latest Kiss, c'est pour ça que vous en parlez. On a fait un éclairage sur LVMH et Dior. On pense que... Alors attention, parce que Dior, c'est une holding, ça devrait être fusionné, je pense, dans les prochaines années avec LVMH. Il y a une décote, c'est pour ça qu'on a révoqué le luxe, qui est un tir long, puisqu'on a du Dior et on a aussi, par exemple, de l'Interparfum, certains portefeuilles, il y a du L'Oréal. Mais bon, voilà, c'est une vision longue, et dans un portefeuille, il faut que ça soit équilibré. Mais dans un portefeuille, il faut que ce soit équilibré, tout comme les aspects patrimoniaux, il faut que ça soit équilibré. Et donc les gens qui me disent je suis totalement en immobilier, ça ne peut pas aller. Les gens qui sont totalement sur les marchés, qui ont même vendu leur immobilier, qui va paraît-il baisser, c'est pas possible. Donc il faut savoir une vision
longue et aussi s'occuper des opportunités. Donc l'opportunité qu'il y a là, et par la réforme de la loi Pacte, c'est quelque chose d'assez technique. Les gens ne sont pas conscients que c'est quand même une très belle avancée. C'est le PER. Oui, PER. Oui, ça, les spécialistes en parlent quand même. Ils le disent comme mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas qu'il peut y avoir des transferts. Il y a pas mal de choses à faire. Donc nous, on est assez actifs sur un outil de défiscalisation. Oui, c'est surtout... On n'aime pas la défiscalisation pour la défiscalisation. Ce qu'on préfère, c'est les aspects de placement et de transmission. Donc, je vous ai fait un petit graphe avec un petit tableau avec l'intérêt du PER. Donc, le PER, c'est une déduction qu'on peut avoir Alors, ça s'adresse plutôt aux gens qui ont un taux marginal de 30% et supérieur. Ouais. Mais donc, c'est une déduction qui se transforme en réduction. Et la grande nouveauté, et ça, c'est une très belle réforme, c'est de dire on n'est plus obligé de sortir en rente. On peut sortir en capital. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Après, il y a d'autres produits que vous pouvez avoir, des Madelins, d'autres choses que vous pouvez transférer dans le PER. Donc, vous pouvez avoir une unité de gestion dans une même enveloppe. Pas tous mais beaucoup de choses peuvent être regroupées. Et après, il y a un aspect de transmission. Si vous êtes marié et que vous transmettez ça à votre épouse, si vous cassez votre pipe et que votre épouse est là, eh bien, elle va récupérer ces sommes-là sans avoir à payer ce que vous aviez payé à l'entrée, comme votre réduction que vous aviez à l'entrée. Eh bien, vous n'avez pas besoin. Vous êtes obligé de la payer quand vous retirez de l'argent, mais si c'est un outil de transmission, votre épouse ne touche rien. Et après, si... ne paye rien. Elle ne paye rien. Et pour vos enfants aussi, le PER... est un outil de transmission parce que ça s'assimile à de l'assurance vie avec des petites règles différentes. Mais donc, c'est vraiment bien que ce gouvernement, un peu incompréhensible sur beaucoup de sujets, là, c'est une bonne réforme et qui demande beaucoup de technicité. Donc, nous, on a un spécialiste en interne pour cela. Et après, vous faites ce que vous voulez dedans. Vous pouvez avoir des actions, vous pouvez avoir de la multigestion. Ça dépend de votre degré de risque, de votre horizon de placement, votre appétence au risque, votre horizon de placement et les différentes composantes de votre patrimoine pour gérer au mieux ce PER. Donc PER, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Alors on en finit cet entretien sur une question pratique, parce que nous sommes en une période où nous allons clore l'année fiscale, et donc les dons, c'est la période des dons, les associations nous réclament, vous recevez des paquets d'enveloppes. D'ailleurs, pensez à TV Liberté. Ah oui, entre autres, chers téléspectateurs, surtout, n'oubliez pas TV Liberté. Mais de fait, on reçoit des centaines de demandes. J'ai été frappé de l'inflation même de la demande. En matière d'associations, d'aide, je pense que c'est parce qu'elles sont sans ressources. Oui, alors il y a un aspect... Il y a un aspect technique aussi qui intervient, c'est que maintenant vous avez le prélèvement, par exemple, sur les dividendes. Oui. Le prélèvement de 30% fait que ça ne rentre plus dans votre revenu imposable. Donc pour les gens qui avaient du salaire et des dividendes, vous avez un revenu imposable globalisé qui était plus élevé qu'aujourd'hui, où les dividendes sont prélevés et donc ne rentrent pas dans le revenu imposable. Donc ça, c'est une des raisons de la baisse, je pense, malheureusement, des dons aux différentes associations. Alors les nouveautés, il y a des nouveautés Alors il y a une nouveauté fiscale. Je vous ai fait là encore un petit tableau. Donc sur la loi de finances, il y a une exonération de don de somme d'argent qui est spéciale, mais qui est un peu limitée, puisque vous savez qu'il y a des donations de 100 000 euros tous les 15 ans. Donc ça, c'est classique historiquement, mais là, il y a une donation spéciale, un montant spécial de 100 000 euros, mais qui est un peu réducteur, puisque c'est pour la souscription de capital d'une petite entreprise européenne, soit des travaux de rénovation énergétique, soit la construction de la résidence principale de votre enfant. Ah oui. Donc ça ne concerne pas, par exemple, le ravalement de votre fils, ça ne marche pas. Ça ne concerne pas, donc c'est vraiment limité. Et moi, je suis un peu étonné qu'ils aient bâti quelque chose. Mais bon, ça peut être utile dans certaines circonstances. Donc et voilà, c'est un petit peu la seule nouveauté qu'on a évoquée, mais on s'aperçoit que c'est applicable pour peu de foyers fiscaux.
Alors c'est une façon évidemment d'échapper peut-être à l'obligation pour l'État. Qui sait? On peut lui prêter de mauvaises intentions. Je ne sais pas comment ça a été Donc, fait. Donc c'est un nouveau. En plus, c'est limité dans le temps puisque ça ne dure que jusqu'à fin juin 2021. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien avec Doutrebent. Au fond, s'il fallait le résumer, Pierre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je faisais la comparaison du Vendée Globe. Vous êtes monté sur un navire, sur un voilier, bien équipé. Au fond, vous ne vous préoccupez pas de la météo qui vous environne. Vous tenez le gouvernail. Vous allez sur les PME. Et, Pas que les PME. Pas que les PME. Et puis finalement, la planche à billets, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les taux d'intérêt bas. C'est l'environnement dans lequel on est. Voilà. C'est l'océan. Après, nous sommes dans un océan monétaire. Alors après, soit on devient totalement anxiogène. Je pense qu'il y a eu assez d'éléments anxiogènes depuis un an pour ne pas en rajouter quand ils ne sont pas là. Faut avoir une vision longue de l'investissement et surtout de faire des investissements de manière personnalisée, avec des conseils personnalisés. Sans ça, Et si tel ou tel téléspectateur voulait vous demander des conseils, il peut le faire là, il peut aller on est appeler. Sur Internet, on est 25 personnes au service des téléspectateurs de TV Liberté, que l'on félicite de leur action. Et bien voilà, par avance. Bon. Eh bien, nous, on vous remercie de ces éclairages. C'est vrai que nous sommes des macroéconomistes, et nous avions une vision assez pessimiste des choses, hein, mais vous reviendrez lors de la prochaine tempête boursière, par exemple? Non, je pense qu'on va revenir pour parler des entreprises et des hommes qui font les entreprises et qui sont la richesse des entreprises. Je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est la richesse, les hommes. Bon. Merci, monsieur. Merci, Éric Doutrebent. Merci, Pierre. Et puis, chers téléspectateurs, à bientôt.